Une petite fille s'évanouit dans une forêt. Le chien et l'officier la retrouvent, mais quand il regarde son ventre, il panique. La vérité a laissé tout le monde en larmes. Avant de nous plonger dans cette histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous nous regardez. Bonne lecture. Les feuilles d'automne crissaient doucement sous les bottes de l'officier Ethan Wallace alors qu'il parcourait le sentier forestier familier de Millbrook, Ohio. La lumière dorée du soleil filtrait à travers les chênes, peignant tout de couleurs chaudes et paisibles. Son fidèle partenaire, Shadow, un berger allemand aux yeux bruns intelligents, trottait à ses côtés, reniflant occasionnellement des odeurs intéressantes le long du chemin. « Bel après-midi, n'est-ce pas, mon vieux ?» dit Ethan, ajustant sa radio. À 29 ans, il patrouillait ces bois depuis 3 ans, mais quelque chose aujourd'hui semblait différent. Peut-être était-ce l'air vif d'octobre. Ou peut-être la façon dont Shadow continuait de regarder vers la partie la plus profonde de la forêt. Soudain, Shadow s'est arrêté. Ses oreilles se sont dressées et il a tourné la tête vers un bouquet d'érables à environ 15 mètres du sentier principal. Le comportement du chien a complètement changé. Il n'était plus joueur. Il était concentré, alerte, comme s'il avait trouvé quelque chose d'important. « Qu'y a-t-il, Shadow ?» demanda Ethan, suivant le regard de son partenaire. Shadow a commencé à marcher délibérément vers les arbres, son nez près du sol. La formation de policier d'Ethan a pris le dessus. Après des années à travailler avec Shadow, il connaissait ce regard. Le chien avait trouvé quelque chose ou quelqu'un. Alors qu'il s'approchait des arbres, le cœur d'Ethan a commencé à s'emballer. Là, recroquevillé contre la base d'un vieux chêne, partiellement caché par les feuilles mortes et la mousse, se trouvait une petite silhouette. Une petite fille, peut-être âgée de 7 ans, aux cheveux foncés et portant une veste violette délavée. « Oh mon Dieu !» murmura Ethan, se précipitant. L'enfant était inconsciente, sa respiration superficielle mais régulière. Son visage était pâle et il y avait des traces de terre sur ses joues. Ce qui inquiétait le plus Ethan, c'était à quel point elle paraissait maigre, et ses vêtements semblaient trop grands pour sa petite silhouette. À travers ses yeux mi-clos, la petite fille sembla sentir un mouvement. Dans son état confus, elle vit un grand chien doux s'approcher d'elle comme un ange gardien. Et derrière lui, un homme en uniforme tendant la main avec des yeux bienveillants. « Elle ressemble tellement à ma petite cousine de Cincinnati », murmura Ethan, sentant une vague inattendue de protection l'envahir. Quelque chose chez cet enfant l'a touché immédiatement. Il s'agenouilla avec précaution, vérifiant d'éventuelles blessures évidentes tout en appelant à la radio. « Répartition, ici l'officier Wallace. J'ai besoin d'une ambulance sur le sentier de Millbrook, à environ un demi-mile de l'entrée principale. J'ai trouvé une enfant inconsciente, âgée d'environ 7 ans. Elle a besoin d'une attention médicale immédiate. » Shadow s'est assis tranquillement à proximité, comme s'il comprenait la gravité de la situation. Il veillait sur la petite fille comme un fidèle gardien, levant occasionnellement les yeux vers Ethan avec inquiétude. La fille a bougé légèrement, ses lèvres bougeant comme si elle voulait dire quelque chose, mais aucun mot n'est sorti. Ethan lui a doucement posé sa veste pour la garder au chaud. « Tout va bien, ma chérie, dit-il doucement. Tu es en sécurité maintenant. L'aide arrive. » Alors qu'ils attendaient l'ambulance, Ethan ne pouvait se défaire du sentiment que c'était plus qu'une simple enfant perdue. La façon dont elle était habillée, son apparence, quelque chose lui disait qu'il y avait une histoire plus grande ici. Shadow semblait le sentir aussi, restant près de la fille comme s'il savait qu'elle avait besoin de protection. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, ils ont travaillé rapidement et doucement pour préparer l'enfant au transport. L'une d'elles, une femme gentille nommée Janet, a remarqué quelque chose qui l'a fait échanger un regard inquiet avec son partenaire. « Officier, cet enfant montre des signes de mal-être depuis un certain temps, » dit Janet doucement. « Nous devons la transporter immédiatement à l'hôpital général de Millbrook. » Alors que l'ambulance s'éloignait avec sa précieuse cargaison, Ethan se tenait dans la forêt avec Shadow, tous deux regardant jusqu'à ce que les lumières rouges disparaissent à travers les arbres. Quelque chose au fond de ses tripes lui disait que ce n'était que le début d'une histoire qui allait changer non seulement la vie de cette petite fille, mais aussi la vie de tous ceux qui allaient la connaître. Les lumières vives de l'hôpital général de Millbrook semblaient dures comparées à la douce lumière du soleil de la forêt. Le docteur Sarah Harper, pédiatre avec 15 ans d'expérience, avait vu de nombreux cas, mais quelque chose chez cette petite fille lui a brisé le cœur d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Que savons-nous d'elle ?
demanda le docteur Harper à l'infirmière en examinant l'examen préliminaire. L'officier Wallace l'a trouvée inconsciente dans les bois. Pas d'identification, pas de famille avec elle. Elle a sombré et est revenue à la conscience depuis son arrivée, docteur, répondit l'infirmière Maria, la voix pleine d'inquiétude. Le docteur Harper étudia le dossier de l'enfant, sa formation médicale lui racontant une histoire tandis que son cœur lui en racontait une autre. La petite fille était gravement en sous-poids pour son âge et montrait des signes de manque de nutrition adéquate depuis un certain temps. Dans le couloir, Rachel Monroe se dépêchait à travers les couloirs de l'hôpital. En tant que principale travailleuse sociale du comté, elle avait reçu l'appel concernant une mineure non accompagnée. À 33 ans, Rachel avait dédié sa carrière à la protection des enfants. Mais des cas comme celui-ci lui rappelaient toujours de douloureux souvenirs de sa propre enfance difficile. Quand Rachel est entrée dans la chambre d'hôpital, elle a trouvé la petite fille éveillée, ses grands yeux bruns regardant autour d'elle avec un mélange de peur et de confusion. L'enfant était petite pour son âge, avec des cheveux foncés qui semblaient ne pas avoir été properly soignés depuis des semaines. « Bonjour, ma chérie », dit doucement Rachel, s'asseyant sur la chaise à côté du lit. « Je m'appelle Rachel. Je suis là pour t'aider. Peux-tu me dire ton nom ?» La petite fille a regardé Rachel pendant un long moment avant de murmurer quelque chose si doucement que Rachel a dû se pencher pour l'entendre. « Clara », dit l'enfant d'une voix à peine audible. Puis elle ajouta quelque chose en espagnol que Rachel ne comprit pas. Le docteur Harper les rejoignit, son stéthoscope autour du cou et un sourire chaleureux sur le visage. « Bonjour, Clara. Je suis le docteur Harper. Comment te sens-tu, ma chérie ?» Les yeux de Clara passèrent d'une femme à l'autre, toujours incertaine mais sentant leur gentillesse. Elle pointa son ventre et fit une petite grimace, indiquant qu'elle avait mal. « Nous allons bien prendre soin de toi », l'assura le docteur Harper. « Mais d'abord, nous devons retrouver ta famille. Te souviens-tu du nom de ta maman ou de ton papa ?» À la mention de sa mère, les yeux de Clara se remplirent de larmes. « Mama », murmura-t-elle, puis parla rapidement en espagnol, ses petites mains gesticulant comme si elle essayait d'expliquer quelque chose de très important. Rachel et le docteur Harper échangèrent un regard. Il était clair que Clara essayait de leur dire quelque chose d'urgent, mais la barrière de la langue rendait difficile de comprendre ce qui lui était arrivé. « Nous devons trouver quelqu'un qui parle espagnol », dit doucement Rachel au docteur Harper. Pendant ce temps, de retour au poste de police, l'officier Ethan n'arrêtait pas de penser à la petite fille. Shadow était assis à côté de son bureau comme s'il s'inquiétait aussi pour Clara. Ethan avait passé des appels, essayant de savoir si quelqu'un avait signalé une enfant disparue correspondant à sa description. Rien encore, lui dit son partenaire, l'officier Martinez. Aucun rapport de personne disparue pour une enfant de son âge au cours de la dernière semaine. Ethan fronça les sourcils. Comment une fillette de 7 ans pouvait-elle se retrouver seule dans les bois sans que personne ne la cherche ? Les questions se multipliaient, et il avait le sentiment que trouver les réponses révélerait une histoire à laquelle aucun d'eux n'était préparé. De retour à l'hôpital, Clara s'était rendormie, épuisée par son épreuve. Rachel et le docteur Harper se tenaient devant sa chambre, se posant la même question. Où était la famille de cet enfant? Et comment s'était-elle retrouvée seule et malade dans la forêt? Le mystère s'épaississait, et le temps manquait pour trouver les réponses dont Clara avait besoin. Le lendemain matin, l'espoir arriva sous la forme d'un petit sac à dos violet qui avait été négligé lors du sauvetage initial. Caché dans les feuilles de la forêt près de l'endroit où Clara avait été trouvée, il contenait les premiers indices réels de son identité. L'officier Ethan examina soigneusement le contenu avec des mains gantées. À l'intérieur, il a trouvé une feuille de devoir froissée avec le nom Clara Jiménez écrit d'une écriture enfantine soignée. Il y avait aussi une carte de cantine scolaire et une petite photo usée de Clara avec une jeune femme qui était clairement sa mère. Bingo! Dit Ethan à Shadow, qui remua la queue comme s'il comprenait qu'ils avaient progressé. Clara Jiménez, 2e année à l'école primaire de Millbrook. En moins d'une heure, Ethan avait contacté l'école et obtenu un numéro d'urgence. Ses mains tremblèrent légèrement en composant le numéro. Quand une femme répondit par un hésitant « Hola », il sut qu'il avait trouvé la mère de Clara. « Madame Jiménez, ici l'officier Wallace de la police de Millbrook. Nous avons votre fille Clara à l'hôpital. Elle est en sécurité, mais elle a besoin de vous. » Le silence au bout du fil dura si longtemps qu'Ethan se demanda si l'appel avait été coupé.
puis il entendit quelque chose qui lui brisa le cœur. Le son des pires craintes d'une mère se confirmant, suivi de mots rapides en espagnol mêlés de larmes. 20 minutes plus tard, une jeune femme se précipitait à travers les portes de l'hôpital. Lucia Jiménez avait 28 ans, mais paraissait beaucoup plus âgée, son visage marqué par l'inquiétude et l'épuisement. Son uniforme de travail, une robe de femme de ménage grise, était encore humide d'avoir quitté son travail à la hâte. Lorsque Lucia vit Clara allongée dans le lit d'hôpital, ses genoux manquèrent de céder. Elle s'approcha lentement, comme si elle craignait que bouger trop vite ne fasse disparaître sa fille à nouveau. « Mia » murmura-t-elle, touchant doucement le front de Clara. Les yeux de Clara s'ouvrirent, et quand elle vit sa mère, elle sourit pour la première fois depuis qu'elle avait été retrouvée. « Mama » dit Clara faiblement, tendant ses petits bras. Rachel observa la réunion depuis le pas de la porte, notant quelque chose de troublant. Si le soulagement de Lucia était évident, il y avait aussi de la peur dans ses yeux. Pas seulement la peur pour la santé de sa fille, mais une autre sorte de peur. Celle qui vient du sentiment d'insécurité dans un monde qui ne vous accueille pas toujours. « Madame Jiménez » dit Rachel doucement dans son espagnol limité. « Nous devons comprendre ce qui est arrivé à Clara. Pouvez-vous nous dire comment elle s'est retrouvée dans la forêt ?» Les yeux de Lucia parcoururent la pièce nerveusement. Je travaillais. Je pensais qu'elle était à l'école. Quand je suis rentré à la maison, elle était partie. J'ai cherché partout, mais sa voix s'éteignit, et elle sembla réticente à en dire plus. Le docteur Harper entra avec les résultats des tests de Clara, son expression sérieuse mais bienveillante. « Madame Jiménez, Clara va s'en sortir, mais elle a été très malade pendant un certain temps. Elle a besoin d'une nutrition et de soins médicaux appropriés. Quand l'a-t-elle vu un médecin pour la dernière fois ?» La question resta en suspens comme un lourd nuage. Lucia baissa les yeux sur ses mains et Rachel put voir la honte et la peur se livrer bataille sur son visage. « Ça a été difficile, » dit Lucia doucement. « Je voulais l'emmener chez le médecin, mais, elle s'arrêta, luttant visiblement avec quelque chose qu'elle ne pouvait ou ne voulait pas dire. L'officier Ethan, qui avait observé en silence, s'avança. Sa formation de policier lui disait qu'il y avait plus à cette histoire, mais son cœur lui disait que c'était une mère qui aimait profondément sa fille. La question était, qu'est-ce qui l'avait empêché d'obtenir à Clara l'aide dont elle avait besoin? Alors que Clara se rendormait, tenant fermement la main de sa mère, les adultes présents dans la pièce réalisèrent qu'ils étaient face à plus qu'un simple cas médical. C'était le début de la découverte d'un enchevêtrement de circonstances qui avait rendu une petite fille invisible au système même conçu pour la protéger. Les pièces commençaient à s'assembler, mais l'image qu'elles formaient était plus compliquée que quiconque n'aurait pu l'imaginer. L'officier Ethan a traversé la vieille section de Millbrook, où de petites maisons bordaient des rues calmes et où les enfants jouaient habituellement dans de minuscules cours. Aujourd'hui, il cherchait des réponses sur la vie de Clara avant la forêt. L'adresse figurant dans les dossiers scolaires l'a conduit à un immeuble d'appartements modeste à la peinture bleue délavée et à une petite aire de jeu où les balançoires se balançaient doucement au gré de la brise. Ethan a garé sa voiture de patrouille et a commencé à frapper aux portes, Shadow à ses côtés. Madame Anderson, une femme âgée qui habitait à côté de l'appartement des Jiménez, a ouvert sa porte avec prudence en voyant l'uniforme de police. « J'ai vu cette petite fille », a-t-elle admis quand Ethan lui a montré la photo de Clara. Elle jouait beaucoup seule. Parfois, je la voyais assise sur ses balançoires pendant des heures, l'air juste triste. J'ai toujours pensé, enfin, j'ai pensé à dire quelque chose, mais... Mais quoi, madame? Encouragea doucement Ethan. Je ne voulais pas m'immiscer. De nos jours, on ne sait jamais si on aide ou si on aggrave les choses pour les gens. À l'école primaire de Millbrook, Ethan a rencontré l'enseignante de Clara, Madame Peterson. C'était une femme gentille d'une cinquantaine d'années qui enseignait en deuxième année depuis plus de 20 ans. Quand elle a vu la photo de Clara, son visage s'est immédiatement rempli de regrets. « Clara » dit-elle doucement. « Oh, cette chère enfant. » Elle s'endormait parfois en classe, et elle portait souvent les mêmes vêtements pendant plusieurs jours. J'ai remarqué qu'elle semblait fatiguée et plus petite que les autres enfants. « Avez-vous signalé vos préoccupations ?» demanda Ethan. Madame Peterson parut mal à l'aise. « J'ai essayé. Je suis allé voir le directeur Hendricks à 3 reprises. J'ai même évoqué la possibilité d'appeler les services sociaux. » Elle fit une pause, regardant par la fenêtre les enfants jouer pendant la récréation. «
mais à chaque fois, il m'a dit d'attendre, d'observer davantage, d'être absolument certaine avant d'impliquer des agences extérieures. Ethan pouvait voir la culpabilité la ronger. Madame Peterson, pouvez-vous m'en dire plus sur ce que vous avez observé? Clara avait souvent faim. À l'heure de la collation, elle mangeait très lentement, comme si elle essayait de faire durer. Elle était calme, presque comme si elle essayait de ne pas être remarquée, et dernièrement, elle avait manqué l'école plus fréquemment. Elle ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit un dossier. J'ai pris des notes, espérant que quelqu'un finirait par écouter. Clara a manqué 12 jours le mois dernier. Quand elle était là, elle semblait avoir souvent mal au ventre. Pendant ce temps, à l'immeuble d'appartement, le superviseur de l'entretien, M. Rodriguez, s'approcha d'Ethan alors qu'il quittait chez Madame Anderson. « Officier, vous demandez pour la petite fille du 2B » dit-il avec un accent anglais. « Je la vois plusieurs fois assise sur les marches quand maman n'est pas à la maison. Elle a toujours l'air affamée, vous savez. Je lui donne des crackers parfois pour mon déjeuner. Pourquoi n'avez-vous appelé personne » demanda Ethan, bien que son ton ne fût pas accusateur. Monsieur Rodriguez sembla triste. D'où je viens, la police et les travailleurs sociaux. Parfois ils aggravent les choses pour des familles comme la sienne. Je pensais que si j'aidais un peu, vous savez, lui donner à manger, veiller sur elle quand je peux. De retour à l'école, Madame Peterson a poursuivi son récit. Il y a environ 2 semaines, Clara m'a demandé si elle pouvait rester après l'école pour aider à nettoyer la classe. Elle ne voulait pas rentrer chez elle. J'aurais dû poser plus de questions, mais nous avions une réunion du conseil scolaire et j'étais pressé. Sa voix se brisa légèrement. Je n'arrête pas de penser que si j'avais juste fait un appel de plus, été plus persistante avec le directeur, peut-être qu'elle ne se serait pas retrouvée seule dans ces bois. Alors qu'Ethan rentrait à l'hôpital, il réalisa qu'il avait découvert quelque chose de troublant. Plusieurs personnes avaient remarqué la situation de Clara. Son enseignante, ses voisins, même l'homme d'entretien de l'immeuble. Ils avaient vu les signes, une enfant calme qui semblait affamée, fatiguée et trop souvent seule. Mais d'une manière ou d'une autre, toutes ces observations préoccupantes ne s'étaient jamais traduites en action. C'était comme si Clara avait vécu à la vue de tous, mais était restée invisible au système même conçu pour protéger les enfants comme elle. La question maintenant était, pourquoi tant de personnes qui se souciaient d'elle n'avaient-elles pas réussi à aider une petite fille qui avait si désespérément besoin d'elle? Dans la chambre d'hôpital silencieuse, Clara dormant paisiblement pour la première fois depuis des jours, Lucia se sentit enfin suffisamment en sécurité pour raconter son histoire. Rachel était assise à côté d'elle, une traductrice nommée Maria aidant à combler le fossé linguistique, tandis que le docteur Harper écoutait à proximité. « Je suis venu ici du Mexique quand Clara avait 3 ans, commença Lucia, sa voix douce mais ferme. Son père, il est parti quand elle était bébé. Je voulais lui offrir une vie meilleure, des opportunités que je n'ai jamais eues. » Elle regarda sa fille endormie avec un tel amour que cela serra le cœur de Rachel. « Je travaille à nettoyer des maisons pour des familles dans le beau quartier de la ville. Des gens bien. Ils me paient équitablement, mais le travail est dur et les heures sont longues. Combien de temps durent vos journées de travail? Demanda Rachel doucement. Je commence à 6 heures du matin, je finis à 19 heures le soir. Parfois plus tard s'ils ont des fêtes ou des événements spéciaux. Je nettoie 4 maisons chaque jour. Le docteur Harper fronça les sourcils. Ça fait 13 heures par jour. Et Clara pendant ces heures? Elle va à l'école et après l'école, elle va chez Madame Chen. Madame Chen garde plusieurs enfants pour des mères qui travaillent comme moi. L'expression de Lucia devint soucieuse. Mais le mois dernier, Madame Chen est tombée malade et a dû arrêter. Je n'ai pas pu trouver quelqu'un d'autre que je pouvais me permettre. La traductrice, Maria, expliqua que de nombreuses familles sans papier dépendaient de réseaux informels de garde d'enfants qui pouvaient disparaître du jour au lendemain si quelqu'un tombait malade ou déménageait. Alors, que faisait Clara après l'école? Demanda Rachel, bien qu'elle commençait à comprendre la situation impossible à laquelle Lucia avait été confrontée. Elle rentrait à la maison et m'attendait. Je lui laissais de la nourriture, lui disais de faire ses devoirs, de regarder la télévision, de rester à l'intérieur. C'est une bonne fille, très responsable. La voix de Lucia se brisa, mais je savais que ce n'était pas bien. Une enfant de 7 ans ne devrait pas être seule aussi souvent. Le docteur Harper se pencha avec précaution.
Lucia, Clara est malade depuis un certain temps. Les tests montrent qu'elle a besoin d'attention médicale. Avez-vous essayé de lui obtenir des soins de santé? C'était la question que Lucia redoutait. Elle prit une profonde inspiration et son histoire déferla comme de l'eau brisant un barrage. Il y a 3 mois, j'ai remarqué que Clara perdait du poids, toujours fatiguée. Je l'ai emmenée à la clinique gratuite de Maple Street. Ses mains tremblèrent en se souvenant. La dame à l'accueil, elle a regardé mes papiers, a posé beaucoup de questions sur l'assurance, sur mon statut. Quand j'ai dit que je n'avais pas d'assurance, elle m'a fait attendre des heures. Que s'est-il passé ensuite? Demanda Rachel. Finalement, une infirmière est sortie. Elle n'était pas gentille. Elle parlait très fort, très lentement, comme si j'étais stupide. Elle a dit que la clinique n'était que pour les urgences, que Clara avait juste besoin de manger plus de légumes et de faire de l'exercice. Lucia essuya ses yeux, mais je savais que quelque chose n'allait pas. Le docteur Harper sentit la colère monter en elle, mais elle garda sa voix calme. Avez-vous essayé ailleurs? J'ai essayé la salle d'urgence de l'hôpital une fois, mais le garde de sécurité a vu que Clara ne saignait pas ni n'était cassée, et il a dit que ce serait très cher pour quelque chose qui n'était pas une urgence. Il a dit que je devrais aller à la clinique. Lucia a décrit un cycle déchirant, être renvoyée des endroits qui pouvaient aider, recevoir des formulaires qu'elle ne pouvait pas lire, être obligée d'attendre dans des salles où personne ne parlait espagnol. Chaque rejet l'avait rendue plus effrayée d'essayer à nouveau. J'ai commencé à acheter des médicaments à la pharmacie où travaille Madame Gonzalez. Elle vient de ma ville natale au Mexique. Mais rien n'a aidé Clara à aller mieux. Pourquoi n'avez-vous pas demandé de l'aide à vos employeurs? Demanda Rachel. Vous avez dit que c'était de bonnes personnes. Lucia baissa les yeux sur ses mains. Comment leur dire que je laisse leurs enfants pour prendre soin de mon propre enfant malade? Comment demander du temps libre quand j'ai peur qu'ils trouvent quelqu'un qui n'a pas ces problèmes? Le silence tomba dans la pièce alors que chacun absorbait le poids des choix impossibles de Lucia. Elle était prise entre l'amour pour sa fille et la peur de perdre le travail qui les maintenait en vie. Le jour où Clara a disparu, continua Lucia, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé la porte de notre appartement ouverte. Clara était partie. J'ai cherché partout, j'ai demandé à tout le monde, mais j'avais peur d'appeler la police parce qu'elle n'avait pas besoin de terminer. Chacun dans la pièce comprit. Pour une femme sans papier, appeler les autorités signifiait risquer le tout pour le tout, y compris la possibilité de prendre soin de Clara. Alors qu'ils étaient assis dans la chambre d'hôpital silencieuse, il est devenu clair que l'histoire de Clara ne concernait pas seulement un enfant malade. Elle concernait toutes les barrières invisibles qui avaient empêché une mère aimante d'obtenir de l'aide pour sa fille jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Le docteur Sarah Harper avait étudié les résultats des tests de Clara pendant des heures, et ce qu'elle avait trouvé l'avait à la fois étonnée et inquiétée. En 15 ans de pédiatrie, elle avait rarement vu une enfant qui avait tant enduré tout en restant si forte. « Rachel, pourriez-vous me rejoindre un instant ?» appela le docteur Harper depuis le couloir, à l'extérieur de la chambre de Clara. Rachel sortit, remarquant l'expression sérieuse sur le visage du médecin. « Qu'y a-t-il? Clara va-t-elle s'en sortir? » C'est ça, justement, dit le docteur Harper, brandissant les rapports de laboratoire. Clara devrait s'en sortir, mais le fait qu'elle ait survécu aussi longtemps dans son état est remarquable. Elle a une parasitose grave, des vers intestinaux qui affectent sa nutrition depuis des mois. Elle souffre également d'anémie fériprive, ce qui explique pourquoi elle a été si fatiguée et faible. Rachel sentit son cœur se serrer. C'est grave à quel point? La bonne nouvelle est que les 2 affections sont entièrement traitables maintenant que nous savons à quoi nous avons affaire. La mauvaise nouvelle est que ces problèmes se sont accumulés pendant très longtemps. Le gonflement de son abdomen que l'officier Wallace a remarqué, c'était la réaction de son corps aux parasites et à la malnutrition. Le docteur Harper afficha les radiographies pulmonaires de Clara sur sa tablette. Mais voici ce qui m'étonne. Malgré tout ce qu'elle a traversé, le cœur de Clara est fort. Ses poumons sont clairs, et son esprit. Elle sourit alors qu'elle regardait par la fenêtre Clara, qui dessinait avec des crayons qu'une infirmière lui avait apportés. « Que voulez-vous dire par son esprit ?» demanda Rachel. La plupart des enfants qui ont été aussi malades que Clara et pendant aussi longtemps qu'elle le seraient bien plus renfermés, bien plus malades. Mais regardez-la. Elle dessine. Elle réagit à la gentillesse.
Elle se bat pour aller mieux. Cet enfant a une force intérieure qui l'a porté à travers quelque chose qui aurait pu vaincre d'autres. À l'intérieur de la chambre, Clara montrait à sa mère un dessin qu'elle avait fait. C'était une image d'un grand chien, clairement Shadow, debout à côté d'une maison avec le soleil qui brillait fort au-dessus. Le plan de traitement est simple, continua le docteur Harper. Des médicaments antiparasitaires, des suppléments de fer, et surtout, une nutrition et des soins médicaux constants. Elle devra rester à l'hôpital quelques jours de plus pendant que nous commençons les médicaments et nous assurons que son corps réagit bien. Rachel hocha la tête, mais quelque chose la dérangeait. Docteur Harper, comment se fait-il que personne n'ait détecté cela plus tôt? Je veux dire, ces symptômes devaient être évidents. L'expression du docteur Harper devint pensive. C'est ce qui me trouble le plus. La parasitose chez les enfants est généralement détectée assez rapidement car les symptômes sont perceptibles, douleurs abdominales, fatigue, perte de poids, changement d'appétit. N'importe quel examen de routine l'aurait identifié immédiatement. Donc, Clara n'a pas vu de médecin depuis. D'après ces résultats, je dirais que Clara n'a pas reçu de soins médicaux appropriés depuis plus d'1 an, peut-être plus. La voix du docteur Harper portait un mélange de tristesse et de frustration. Ce sont exactement les types de problèmes que nous voyons chez les enfants qui passent entre les mailles du filet de notre système de santé. Plus tard cet après-midi-là, le docteur Harper s'est assise avec Clara, qui se sentait beaucoup mieux après 2 jours de traitement et de repas réguliers. « Clara, ma chérie, peux-tu me parler de tes maux de ventre? Quand ont-ils commencé ?» demanda doucement le docteur Harper. Clara réfléchit un instant, son petit visage sérieux. « Il y a longtemps, avant que les feuilles ne deviennent jaunes, dit-elle, pointant vers la fenêtre où les arbres d'automne étaient visibles. Cela ferait des mois, réalisa le docteur Harper. As-tu parlé de la douleur à ta maman? Clara hocha la tête. Maman a essayé d'aider. Elle m'a donné des médicaments du magasin et m'a fait du thé spécial, mais mon ventre me faisait toujours mal. Et j'étais tout le temps si fatiguée. Tu es une fille très courageuse, Clara. Le savais-tu? Clara secoua la tête, l'air perplexe. Tu le es, insista le docteur Harper. Tu as survécu à quelque chose de très difficile, et tu as continué à être gentille et aimante même quand tu ne te sentais pas bien. Cela demande une force particulière. Alors que le docteur Harper quittait la chambre de Clara ce soir-là, elle s'arrêta à la station des infirmières pour mettre à jour le dossier de Clara. Elle écrivit une note qui ferait partie du dossier médical permanent de Clara. La patiente montre une résilience et une force de caractère remarquables. Récupération complète attendue avec des soins et un suivi approprié. Mais en privé, le docteur Harper ne pouvait s'empêcher de penser à quel point l'histoire de Clara aurait pu être différente si quelqu'un avait simplement écouté les préoccupations d'une mère et fourni des soins médicaux de base quand ils étaient nécessaires pour la première fois. Clara allait bien, mais son cas avait ouvert les yeux du docteur Harper sur un problème bien plus grand que la maladie d'une petite fille. Combien d'autres enfants luttaient en silence, attendant juste que quelqu'un remarque qu'ils avaient besoin d'aide. Rachel est arrivée à l'école primaire de Millbrook un jeudi matin frais, portant un dossier plein de questions sur l'assiduité de Clara et les occasions manquées de l'aider. Le bâtiment en briques semblait chaleureux et accueillant avec les œuvres d'art des enfants exposées aux fenêtres, mais Rachel savait qu'une conversation difficile l'attendait à l'intérieur. Le directeur Hendrix la salua dans son bureau, un sourire nerveux sur le visage. C'était un homme d'une 50aine d'années qui dirigeait l'école depuis plus d'1 décennie. « Mademoiselle Monroe, je crois comprendre que vous êtes ici pour Clara Jiménez. » Terrible situation. Nous sommes tous si soulagés qu'elle ait été retrouvée en sécurité. Rachel ouvrit son carnet. « Monsieur Hendrix, je dois comprendre ce qui s'est passé ici. » L'enseignante de Clara, Madame Peterson, dit qu'elle a exprimé des préoccupations concernant Clara à plusieurs reprises. Pouvez-vous me décrire le processus de votre école pour signaler les préoccupations concernant le bien-être des enfants? Le directeur se déplaça inconfortablement. Eh bien, nous prenons ces questions très au sérieux, bien sûr, mais nous devons aussi faire attention à ne pas tirer de conclusions hâtives sur les situations familiales. Que voulez-vous dire par là? Parfois, ce qui ressemble à un comportement préoccupant peut simplement être des différences culturelles ou des défis familiaux temporaires. Nous essayons de donner aux familles le temps de résoudre les problèmes par elles-mêmes avant d'impliquer des agences extérieures. Rachel ressentit un frisson. Monsieur Hendrix, Madame Peterson a documenté que Clara s'endormait en classe,
portait les mêmes vêtements à plusieurs reprises et montrait des signes de faim. Ce ne sont pas des différences culturelles. Ce sont des signes qu'un enfant a besoin d'aide. Avant que le directeur ne puisse répondre, on frappa doucement à la porte. Un concierge passa la tête, s'excusant. « Désolé de vous interrompre, mais Madame Peterson a dit que vous voudriez peut-être aussi me parler. » L'homme était âgé, avec des yeux gentils et des mains calleuses dues à des années d'entretien de l'école. « Et vous êtes ?» demanda Rachel. « Miguel Torres. Je nettoie les salles de classe ici. Je travaille dans cette école depuis 8 ans. » Le directeur Hendricks parut mal à l'aise. « Miguel, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire. » Mais Rachel était intéressée. « S'il vous plaît, monsieur Torres, qu'avez-vous à me dire ?» Miguel regarda nerveusement le directeur, puis Rachel. « C'est à propos de Clara. Je l'ai remarqué, moi aussi. Vous savez, elle restait parfois dans la classe pendant le déjeuner au lieu d'aller à la cafétéria. Quand j'ai demandé à Madame Peterson, elle m'a dit que Clara n'avait pas d'argent pour le déjeuner ce jour-là. » Continuez, encouragea Rachel. Alors, j'ai commencé à apporter de la nourriture supplémentaire de la maison. Juste des petites choses, vous savez, des crackers, une pomme, peut-être un sandwich. Je les laissais sur son bureau comme si quelqu'un les avait oubliés là. La voix de Miguel était douce mais triste. Je pouvais dire qu'elle avait faim, mais elle était trop fière pour demander de l'aide. Rachel se tourna vers le directeur Hendricks. « Étiez-vous au courant que votre concierge devait nourrir l'une de vos élèves ?» Le visage du directeur rougit. « Monsieur Torres, nous en avons déjà discuté. Les employés de l'école ne peuvent pas simplement donner de la nourriture aux élèves sans suivre les procédures appropriées. » Procédures appropriées. La voix de Miguel s'éleva légèrement. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois. Cette petite fille avait faim. Quelle procédure dit que je devrais regarder un enfant affamé et ne rien faire ?» Rachel commençait à comprendre l'ampleur de ce qui s'était passé. « Monsieur Torres, avez-vous déjà signalé vos préoccupations concernant Clara ?» J'ai essayé. Je suis allé voir Madame Peterson d'abord et elle a dit qu'elle avait déjà parlé au directeur. Ensuite, je suis allé voir la conseillère scolaire, Madame Williams. Elle a dit qu'il surveillait la situation. « Et depuis combien de temps surveillez-vous cette situation ?» demanda Rachel directement au directeur. Le directeur Hendricks s'éclaircit la gorge. Madame Peterson a mentionné Clara pour la première fois début septembre. Nous avons observé pendant plusieurs semaines pour établir un schéma avant de décider des prochaines étapes. Plusieurs semaines ? La voix de Rachel était incrédule. Clara a été retrouvée inconsciente dans les bois hier, et vous avez observé son déclin depuis septembre. Cela fait plus de 2 mois. Le silence tomba dans la pièce. Miguel Torres baissa les yeux sur ses mains tandis que le directeur Hendricks feuilletait des papiers sur son bureau. « Mademoiselle Monroe, dit enfin le directeur, vous devez comprendre notre position. La situation familiale de Clara était compliquée. Le statut légal de sa mère nous a rendus prudents quant à l'implication des services sociaux. Nous ne voulions pas aggraver les choses pour la famille. » Rachel sentit la colère monter en elle, mais elle garda sa voix professionnelle. « Monsieur Hendricks, êtes-vous en train de dire que le statut d'immigration de Clara a influencé votre décision de ne pas signaler des préoccupations concernant son bien-être ? Ce n'est pas. Je veux dire, nous essayons d'être sensibles à. Une citoyenne américaine de 7 ans a failli mourir parce que des adultes étaient trop préoccupés par la paperasse pour s'assurer qu'elle obtienne l'aide dont elle avait besoin, dit fermement Rachel. En quittant l'école ce jour-là, Rachel emportait avec elle une constatation troublante. Clara n'était pas tombée entre les mailles du filet par accident. Des gens l'avaient vue lutter, avaient reconnu les signes qu'elle avait besoin d'aide, mais avaient choisi de détourner le regard plutôt que de naviguer dans la complexité d'aider une enfant issue d'une famille immigrée. Le silence n'avait pas été vide. Il avait été rempli d'occasions manquées, de courage défaillant et d'une petite fille qui avait payé le prix des peurs et des préjugés d'adultes qu'elle était trop jeune pour comprendre. Rachel était assise dans sa voiture devant la clinique communautaire de Millbrook, fixant le bâtiment où Lucia avait désespérément essayé d'obtenir de l'aide pour Clara des mois plus tôt. Elle devait comprendre exactement ce qui s'était passé ce jour-là et pourquoi un enfant malade avait été refoulé. À l'intérieur de la clinique, la salle d'attente était bondée de familles cherchant des soins de santé abordables.
Les murs étaient couverts d'affiches sur les calendriers de vaccination et les programmes de bien-être, tout en anglais. Rachel remarqua qu'il n'y avait pas un seul panneau en espagnol malgré la population latino significative de Millbrook. À la réception, elle demanda à parler au superviseur au sujet d'une patiente qui avait été vue plusieurs mois auparavant. Après quelques minutes, une femme d'une quarantaine d'années, l'air fatigué, s'approcha. « Je suis Janet Miller, administratrice de la clinique. Vous vouliez vous renseigner sur une patiente ?» Rachel expliqua le cas de Clara et demanda des détails sur le jour où Lucia avait amené sa fille chercher de l'aide. Janet parut mal à l'aise. « Je me souviens de ce jour-là, en fait. La femme parlait très peu anglais et nous n'avons pas de service de traduction régulier. Elle était frustrée quand nous lui avons expliqué nos procédures. »« Quelle procédure ?» demanda Rachel. « Eh bien, pour les visites non urgentes, les patients doivent fournir des informations d'assurance, une preuve de résidence et remplir des formulaires d'admission. Quand elle n'a pas pu fournir d'assurance, nous lui avons expliqué qu'elle devrait postuler à notre programme de tarification dégressive, qui exige une vérification des revenus. Et combien de temps prend ce processus ? Généralement 2 à 3 semaines pour l'approbation. Rachel sentit son cœur se serrer. Donc, vous avez dit à une mère avec une enfant malade d'attendre 3 semaines avant que sa fille puisse voir un médecin. Nous devons suivre les protocoles, dit Janet sur la défensive. Nous ne pouvons pas simplement recevoir n'importe qui sans les documents appropriés. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, l'officier Ethan avait sa propre conversation troublante à la salle d'urgence où Lucia avait essayé d'obtenir de l'aide pour Clara. Le garde de sécurité, un homme imposant nommé Bob, se souvenait clairement de l'incident. Oui, je me souviens d'eux. La mère s'énervait pas mal, parlait vite en espagnol, pointant le ventre de l'enfant. Mais l'enfant ne saignait pas, n'était pas inconsciente. Alors j'ai expliqué que les visites aux urgences sont très chères pour les cas non urgents. Quelqu'un n'a-t-il examiné l'enfant pour déterminer si c'était urgent ? Demanda Ethan. L'infirmière de triage les a regardés de l'autre côté de la salle d'attente. L'enfant marchait, ne pleurait pas, alors elle a dit que ça ressemblait à un mal de ventre de routine. Elle leur a dit d'essayer la clinique en bas de la rue. Ethan secoua la tête. Donc, personne n'a vraiment examiné Clara. Écoutez, officier, des gens viennent ici tout le temps avec des enfants qui ont des problèmes normaux de l'enfance. Maux de ventre, rhume, bosse et ecchymose. Nous ne pouvons pas faire un bilan complet sur chaque enfant dont les parents s'inquiètent. Nous devons économiser nos ressources pour de véritables urgences. Plus tard ce jour-là, Rachel visita la pharmacie de Maria González où Lucia avait essayé de trouver des médicaments pour Clara lorsque le système médical l'avait abandonnée. Maria, une femme gentille d'une 60aine d'années, se souvenait bien de Lucia. Elle est venue ici tant de fois demander quelque chose pour aider sa petite fille. Elle décrivait les symptômes, la fatigue, les maux de ventre, le manque d'appétit. Que lui avez-vous dit ? Je lui ai donné ce que je pouvais. Des vitamines pour enfants, des probiotiques, des tisanes qui pourraient aider à la digestion. Mais je n'arrêtais pas de lui dire, Lucia, cet enfant a besoin de voir un vrai médecin. Elle se contentait de hocher la tête et de dire qu'elle essayait. Maria montra à Rachel un petit carnet où elle tenait un registre de ses clients réguliers. Regardez, voici ce que Lucia a acheté pendant 3 mois, des vitamines, des antiacides, des remèdes à base de plantes, même différents types de thé que sa grand-mère préparait pour les enfants malades au Mexique. Rachel étudia la liste. Elle racontait l'histoire d'une mère désespérée, essayant tout ce qu'elle pouvait imaginer pour aider sa fille, en utilisant les seules ressources qui lui étaient disponibles. Lucia vous a-t-elle jamais dit pourquoi elle ne pouvait pas emmener Clara chez un médecin ? L'expression de Maria devint triste. Elle avait peur. Peur des questions. Peur des formulaires qu'elle ne pouvait pas lire. Peur des factures qu'elle ne pouvait pas payer. Mais surtout, elle avait peur que demander de l'aide puisse signifier perdre Clara complètement. Peut-être. Que voulez-vous dire ? Il y a des histoires dans notre communauté, expliqua doucement Maria. Des histoires de familles qui ont demandé de l'aide et ont fini par être séparées. Que ces histoires soient vraies ou non, cela n'a pas d'importance. La peur est réelle. Alors que Rachel rentrait chez elle ce soir-là, elle réalisa que l'histoire de Clara ne concernait pas seulement les difficultés d'une famille. Elle concernait un système qui avait créé des murs invisibles autour d'un enfant malade.
Des murs construits à partir de barrières linguistiques, d'exigences économiques, de procédures bureaucratiques et de la peur. Chaque institution qui aurait pu aider Clara avait des raisons de la refouler, et ces raisons avaient semblé logiques aux personnes prenant les décisions. Mais ensemble, elles avaient créé un labyrinthe qu'une mère aimante ne pouvait pas traverser, laissant une petite fille souffrir en silence. Les barrières n'avaient pas été construites spécifiquement pour empêcher Clara d'entrer, mais elles avaient été tout aussi efficaces que si elles avaient été conçues exactement dans ce but. La salle d'art-thérapie de l'hôpital général de Millbrook était un espace lumineux et gai, rempli de crayons de couleur et de feuilles de papier à dessin. Clara était assise à une petite table, ses jambes se balançant de la chaise qui était presque trop grande pour elle, travaillant soigneusement sur un dessin tandis que Rachel observait à proximité. « Peux-tu me parler de ton dessin, Clara » demanda Rachel doucement. Clara brandit son papier. Elle avait dessiné une maison avec des bonhommes allumettes, un plus grand étiqueté, « Mama », qui semblait nettoyer, et une minuscule figure dans un coin étiqueté, « Moi ». « C'est quand maman travaille », expliqua Clara de sa voix douce, qui s'était renforcée ces derniers jours grâce à une bonne nutrition et des soins. « Je reste à la maison et mon ventre me fait tellement mal. » Rachel étudia le dessin plus attentivement. La minuscule figure de Clara était dessinée à l'intérieur de ce qui ressemblait à une boîte ou à une pièce, tandis que la figure de la mère était très éloignée. « Clara, ma chérie, peux-tu me parler de ce cercle sombre sur ton ventre » Clara toucha doucement son ventre. Ça faisait comme des cailloux à l'intérieur. Des cailloux lourds qui me rendaient fatiguée tout le temps. Parfois je m'allongeais sur le sol parce que le canapé était trop haut quand mon ventre me faisait mal. Elle prit une autre feuille de papier et commença à dessiner à nouveau. Cette fois, elle se dessina à l'école, mais quelque chose était différent dans ce dessin. La Clara de ce dessin était beaucoup plus petite que les autres enfants, et elle était assise à l'écart d'eux. « Parle-moi de ce dessin, » dit Rachel. « C'est à l'école. Tu vois ?» Clara montra les autres enfants. « Ils mangent ensemble, mais moi je m'assois ici. » Elle montra sa figure isolée. Parfois mon ventre me faisait tellement mal que je devais poser ma tête sur le bureau. « As-tu parlé de tes maux de ventre à ta maîtresse ?» Clara hocha la tête. « Madame Peterson est gentille. Elle m'a demandé si j'allais bien et j'ai dit oui parce que maman dit que je suis une grande fille et que les grandes filles ne se plaignent pas. » Rachel sentit son cœur se briser un peu. « Clara, tu as le droit de dire aux adultes quand tu ne te sens pas bien. Ce n'est pas se plaindre. C'est demander de l'aide. » Clara y réfléchit un instant, puis commença un troisième dessin. Celui-ci montrait un bonhomme allumette qui était clairement sa mère, mais la figure avait des larmes qui coulaient de ses yeux. À côté d'elle se trouvait un bâtiment avec un grand X dessus. « Qu'est-ce qui se passe dans ce dessin ?» demanda Rachel. Maman a essayé de m'emmener chez le docteur, mais ils ont dit non. La voix de Clara devint encore plus douce. Maman a pleuré dans la voiture après. Elle a dit qu'elle était désolée de ne pas pouvoir faire aller mieux mon ventre. Est-ce que ça t'a rendu triste ? Clara hocha la tête. Je ne voulais pas que maman soit triste à cause de moi, alors j'ai arrêté de lui dire quand mon ventre me faisait vraiment mal. Je faisais semblant d'aller bien pour qu'elle ne pleure pas. Rachel dut prendre une profonde inspiration pour garder son calme. Cet enfant de 7 ans avait protégé les sentiments de sa mère tout en souffrant en silence. Clara, tu es une petite fille si attentionnée, mais ce n'est pas ton rôle de prendre soin des sentiments de ta maman. C'est le travail des adultes de prendre soin de toi. Clara a pris un crayon noir et a fait un autre dessin. Celui-ci était différent des autres. Il montrait une minuscule figure entourée de figures beaucoup plus grandes, mais la minuscule figure était entièrement coloriée en noir. Et ce dessin ? Clara fixa le papier pendant un long moment. C'est moi quand je me sentais invisible, comme si personne ne pouvait me voir même si j'étais juste là. Le mot « invisible » frappa Rachel comme un coup physique. Elle avait vu de nombreux enfants dans des situations difficiles, mais elle n'avait jamais entendu une enfant de 7 ans se décrire de cette manière. « Quand te sentais-tu invisible, ma chérie ?» À l'école quand j'étais trop fatiguée pour jouer avec les autres enfants. Chez le docteur quand il me regardait mais ne me voyait pas vraiment. À la maison quand j'avais faim mais que je ne voulais pas inquiéter maman. La voix de Clara était factuelle, comme si être invisible était juste une partie normale de la vie. Elle prit une autre feuille de papier et recommença à dessiner. Cette fois, son dessin montrait un grand chien qui était clairement Shadow.
Et à côté de lui se trouvait un policier qui devait être Ethan. Les deux figures souriaient et il y avait des cercles jaunes brillants autour d'eux comme le soleil. Mais alors Shadow m'a trouvé, dit Clara, sa voix s'éclaircissant pour la première fois. Et l'officier Ethan était si gentil, et le docteur Harper a fait aller mieux mon ventre, et vous venez me parler tous les jours. Elle leva les yeux vers Rachel. Je ne me sens plus invisible. Rachel essuya une larme. Tu n'as jamais été invisible, Clara. Parfois, les adultes oublient juste de regarder aux bons endroits. Mais tu es très, très visible pour nous tous maintenant. Clara sourit, le premier vrai sourire complet que Rachel avait vu d'elle. Puis elle écrivit quelque chose au bas de son dernier dessin d'une écriture enfantine soignée, « Merci de m'avoir vu ». En quittant l'hôpital ce jour-là, Rachel emporta les dessins de Clara. Ils racontaient une histoire plus puissante que n'importe quel rapport officiel. L'histoire d'une petite fille qui avait appris à disparaître à la vue de tous, et le chemin du retour vers le fait d'être vue, valorisée et prise en charge. Mais surtout, il montrait que l'esprit de Clara n'avait jamais été vraiment brisé. Même dans ses moments les plus sombres, elle était restée gentille, attentionnée et pleine d'espoir. Maintenant, il appartenait aux adultes de sa vie de s'assurer qu'elle ne se sente plus jamais invisible. Margaret Williams vivait à Millbrook depuis 72 ans et elle pensait tout savoir de sa paisible ville de l'Ohio. Mais l'histoire qu'elle a lue dans le journal local en buvant son café du matin a changé tout ce qu'elle croyait sur sa communauté. Fillette retrouvée inconsciente dans les bois, en convalescence à l'hôpital, lisait le titre. En lisant l'histoire de Clara, Margaret sentit quelque chose bouger dans son cœur. Harold, appela-t-elle son mari, qui regardait les nouvelles du matin. As-tu lu l'histoire de cette petite fille qu'ils ont trouvée dans la forêt? Harold leva les yeux de son journal. Terrible chose. Ça fait se demander où étaient les parents. Mais en lisant plus de détails, Margaret réalisa que l'histoire n'était pas ce qu'elle avait initialement pensé. Il ne s'agissait pas de mauvais parents. Il s'agissait d'un système qui avait fait défaut à une enfant et à sa mère aimante. Cet après-midi-là, Margaret fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle se rendit à l'hôpital. Au bureau d'information, elle demanda, hésitante, « J'ai lu l'histoire de la petite fille, Clara, dans le journal. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour aider ?» La bénévole au bureau sourit chaleureusement. « Vous pourriez parler à Rachel Monroe, la travailleuse sociale en charge du cas de Clara. Elle coordonne le soutien à la famille. » Lorsque Margaret rencontra Rachel à la cafétéria de l'hôpital, elle était nerveuse mais déterminée. « Madame Williams, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui ?» demanda gentiment Rachel. Margaret tripota la bandoulière de son sac à main. « Je vais être honnête avec vous, ma chère. Quand j'ai entendu parler de cette situation pour la première fois, j'ai pensé des choses qui n'étaient pas très charitables, mais ensuite j'ai lu davantage sur ce qui s'était réellement passé et j'ai réalisé que j'avais tort. » Elle fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « J'ai vécu dans cette ville toute ma vie et j'ai vu des familles en difficulté auparavant, mais je n'avais jamais réalisé à quel point cela devait être difficile pour des gens comme la mère de Clara. Des gens qui ont peur de demander de l'aide parce qu'ils pourraient aggraver les choses. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ?» demanda Rachel. « Ma propre petite fille, » dit Margaret doucement. Elle a à peu près l'âge de Clara. Quand je l'ai imaginée assise seule dans un appartement, effrayée et malade, sans personne pour l'aider, sa voix s'éteignit. Aucun enfant ne devrait avoir à traverser cela, peu importe d'où vient sa famille. Margaret n'était pas la seule à changer d'avis. Madame Peterson, l'enseignante de Clara, n'avait presque pas dormi depuis que Clara avait été retrouvée. La culpabilité de ne pas avoir insisté davantage pour aider Clara la rongeait. Elle décida de rendre visite au docteur Harper à l'hôpital. « Docteur, je dois savoir. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour Clara maintenant? Un moyen de me racheter de ne pas en avoir fait assez avant ?» Le docteur Harper pouvait voir le remords sincère dans les yeux de l'enseignante. « Madame Peterson, Clara aura besoin d'un soutien continu lorsqu'elle retournera à l'école. Les enfants qui ont vécu ce qu'elle a vécu ont souvent besoin de patience et de compréhension supplémentaire. Et les autres enfants? Y a-t-il d'autres enfants dans ma classe qui pourraient être en difficulté comme Clara l'était? » Cette question avait également tenu le docteur Harper éveillé la nuit. « Je pense que oui, et nous devons trouver de meilleurs moyens de les identifier et de les aider. » Pendant ce temps,
l'officier Ethan avait eu des conversations avec ses collègues policiers au sujet du cas de Clara. Lors de leur briefing hebdomadaire, il partagea ce qu'il avait appris. Le fait est, expliqua Ethan à ses collègues, que tous ceux qui ont rencontré cette famille les ont considérés comme un problème à gérer plutôt que comme des personnes ayant besoin d'aide. La mère n'était pas négligente. Elle était piégée par des circonstances qu'aucun de nous ne comprenait pleinement. L'officier Martinez, qui avait aidé à l'enquête, hocha la tête pensivement. Ça me fait réfléchir à la façon dont nous abordons ces situations. Peut-être que nous devons poser des questions différentes. Au centre communautaire local, la nouvelle de l'histoire de Clara se répandait. Rosa Hernandez, qui dirigeait le programme parascolaire, réalisa qu'elle avait déjà vu ce schéma. Combien d'enfants avons-nous dans nos programmes qui prennent trop soin d'eux-mêmes? Demanda-t-elle à son personnel lors de leur réunion hebdomadaire. Combien de Clara sont assises tranquillement dans un coin, essayant de ne pas être remarquées? La conversation au centre communautaire a mené à l'action. Rosa a décidé d'organiser une réunion pour les parents, les enseignants, les professionnels de la santé et les dirigeants communautaires afin de discuter de la manière de mieux soutenir les enfants et les familles vulnérables. De retour à l'hôpital, Margaret Williams était devenue une visiteuse régulière. Elle apportait à Clara des livres, des puzzles, surtout, son temps et son attention. « Madame Margaret », dit Clara un après-midi alors qu'elles travaillaient ensemble sur un puzzle. « Pourquoi venez-vous me voir ?» Margaret sourit à la petite fille qui lui avait déjà tant appris. « Parce que tu es importante, Clara. Chaque enfant de notre communauté est important, et nous, les adultes, devons faire un meilleur travail pour le montrer. » Le docteur Harper a observé le développement de l'amitié improbable entre la femme âgée et la jeune fille. Cela lui a donné l'espoir que l'histoire de Clara crée des ondes de changement à travers Millbrook. Mais le changement le plus important se produisait chez Clara elle-même. Avec des soins médicaux appropriés, des repas réguliers et une attention constante des adultes, elle se transformait de l'enfant calme et réservé qui avait été trouvé dans la forêt en une petite fille brillante et curieuse qui riait, posait des questions et dessinait des images pleines d'espoir. « Vous savez ce que j'ai appris de tout cela ?» dit Rachel au docteur Harper alors qu'elle regardait Clara et Margaret travailler ensemble sur leur puzzle. « Quoi donc ? Parfois, il faut une crise pour montrer à une communauté qui elle veut vraiment être. » L'histoire de Clara change les gens un cœur à la fois. L'éveil se produisait lentement mais sûrement, à mesure que les individus de Millbrook commençaient à comprendre que protéger les enfants comme Clara n'était pas la responsabilité de quelqu'un d'autre. C'était celle de tout le monde. Le palais de justice semblait accablant alors que Lucia montait les marches en pierre avec Rachel à ses côtés. Aujourd'hui elle est déterminée si Clara pouvait rentrer à la maison. « Dis juste la vérité », murmura Rachel. « Le juge Morrison est juste. » Le procureur Sterling croyait que c'était simple. Une mère qui n'avait pas obtenu de soins médicaux pour son enfant malade. « Votre honneur, cet enfant a été retrouvée inconsciente, souffrant de graves problèmes de santé. Nous recommandons la garde surveillée et des cours de parentalité. » Rachel se leva. « Votre honneur, il ne s'agit pas de mauvaise parentalité. Il s'agit de barrières qui ont empêché une mère aimante d'obtenir de l'aide. » Elle présenta des preuves, rejet de clinique, renvoi des urgences, reçu de pharmacie montrant les tentatives désespérées de Lucia pour aider Clara. Lucia témoigna, parlant par l'intermédiaire d'une traductrice. « Je suis venue ici pour offrir des opportunités à Clara. Quand elle est tombée malade, j'ai tout essayé. Je suis allée à la clinique, ils ont dit, attendez 3 semaines. Je suis allée à l'hôpital, ils ont dit, pas une urgence. J'avais peur que si j'insistais trop, ils m'enlèvent Clara. » Le docteur Harper témoigna, la force et la confiance de Clara montrent qu'elle a reçu de l'amour à la maison. Sa guérison prouve les soins qu'elle a eus. Madame Peterson admit, j'ai fait défaut à Clara. J'ai vu les signes mais je n'ai pas insisté assez pour obtenir de l'aide. Margaret Williams surprit tout le monde en demandant à parler. « Votre honneur, j'ai 72 ans. Je connais cette communauté toute ma vie. Lucia n'est pas négligente. Elle a été trahie par des systèmes qui auraient dû l'aider. » Le juge Morrison marqua une pause, pensive. Cette affaire révèle de graves problèmes communautaires. Cependant, la sécurité de Clara est primordiale. Rachel retint son souffle. Sur la base des preuves présentées, il ne s'agissait pas de négligence parentale, mais de barrières systémiques empêchant les soins. Madame Jiménez,
Clara retourne à votre garde sous surveillance de réunification. Des larmes de soulagement remplirent la salle d'audience. Cependant, j'ordonne des révisions de politique à l'école et à la clinique pour éviter que cela ne se reproduise. Dehors, sous le soleil, Clara demanda « Maman, ça va maintenant ?» Lucia sourit à travers ses larmes. « Oui, Mia. Nous allons rentrer à la maison. » 3 jours après le procès, le téléphone de Rachel a sonné. « Mademoiselle Monroe, ici Jennifer du Millbrook Gazette. J'ai découvert quelque chose sur le cas de Clara que vous devez savoir. » Le cœur de Rachel s'est emballé. « Qu'est-ce que c'est ? » J'ai obtenu des documents montrant que l'école a reçu 3 plaintes écrites formelles concernant le bien-être de Clara. Il n'y a aucune trace d'action entreprise. Quelle plainte ? Un professeur suppléant a remarqué que Clara s'endormait à plusieurs reprises. L'infirmière scolaire a documenté des visites pour des douleurs abdominales. Un parent bénévole s'est inquiété de l'apparence de Clara. Tous ont recommandé de contacter les services sociaux. Quand ? De septembre à octobre. Le directeur Hendricks a signé les formulaires d'accusés de réception mais n'a pris aucune mesure. Rachel se dirigea vers l'école, furieuse. Elle trouva le directeur Hendricks en train de se préparer à partir. Nous devons parler de ça. Elle posa les formulaires de plainte sur son bureau. Son visage pâlit. Où avez-vous eu ça ? Vous avez reçu 3 avertissements que Clara était en détresse et vous n'avez rien fait. Mademoiselle Monroe, vous ne comprenez pas les pressions. Nous ne pouvons pas signaler toutes les préoccupations concernant chaque élève. 3 avertissements distincts ne sont pas une prudence excessive. C'est un schéma clair que toute personne raisonnable reconnaîtrait. Nous avions l'intention de prendre des mesures. Clara a été retrouvée inconsciente. Elle aurait pu mourir pendant que vous planifiez. Vous devez comprendre que la situation familiale de Clara était compliquée. Le statut légal de sa mère nous a rendus hésitants à impliquer des agences. Rachel ressentit un frisson. Vous avez ignoré les exigences de signalement à cause du statut d'immigration ? Nous ne voulions pas créer de problème pour la famille. Alors vous avez créé une situation où une enfant a failli mourir d'une maladie traitable, la voix de Rachel trembla. Vous avez eu 3 occasions d'épargner à Clara des mois de souffrance et vous n'avez rien choisi. Elle ramassa les documents. Je vais les transmettre au conseil scolaire et au ministère de l'Éducation de l'État. Ce soir-là, Rachel était assise avec Clara à l'hôpital. Clara, ce qui t'est arrivé n'était pas bien. Les adultes sont censés aider les enfants qui sont malades ou effrayés. Clara leva les yeux de son coloriage. Alors, ce n'était pas ma faute si mon ventre me faisait mal si longtemps ? Absolument pas ta faute. Les adultes qui auraient dû t'aider ont commis de grosses erreurs. Clara retourna à son coloriage, puis dit doucement, « Je suis contente que vous et le docteur Harper n'ayez pas fait d'erreur. » Rachel sentit les larmes monter. « Nous allons nous assurer que cela n'arrive plus jamais à un autre enfant. Je le promets. » La vérité cachée était enfin révélée. Clara n'était pas juste tombée entre les mailles du filet. Des gens l'avaient vue souffrir et avaient choisi de détourner le regard. Le centre communautaire débordait de près de 200 personnes un soir de décembre enneigé. Une réunion d'urgence avait été convoquée après que le journal eut révélé les documents scolaires cachés. L'officier Ethan se tenait nerveusement devant. « Je suis l'officier Wallace. J'ai trouvé Clara il y a 6 semaines. Je pensais que je secourais une enfant perdue, mais j'ai appris que Clara représente chaque enfant que nous avons négligé ou oublié. » Sa voix se fit plus forte. Clara n'est pas juste une petite fille malade. Elle représente chaque enfant que nous n'avons pas su voir parce que nous étions trop occupés ou effrayés. Margaret Williams hocha la tête depuis le 3e rang. À 72 ans, elle était devenue la plus forte défenseur de Clara. Je n'ai jamais eu autant honte de la façon dont nous avons traité cette famille, mais aussi jamais été aussi fier de la façon dont nous réparons les choses. Le docteur Harper prit le microphone. Clara a survécu parce qu'elle est remarquablement forte, mais elle n'aurait pas dû avoir à l'être. Aucune enfant de 7 ans ne devrait survivre à ce qu'elle a survécu. Personne après personne se leva pour parler. Madame Peterson s'excusa publiquement. Miguel Torres décrivit le déchirement de voir un enfant affamé. Puis Lucia demanda à parler. Avec Rachel traduisant, elle s'approcha du microphone, les mains tremblantes. Pendant si longtemps, Clara et moi nous sommes sentis invisibles.
Je pensais que nous n'avions pas d'importance parce que nous étions différentes. Nous ne parlions pas la bonne langue. Le silence était total. Mais Clara n'a jamais été invisible. Des gens l'ont vue, se sont souciés d'elle, voulaient aider. Le problème était que ces gens ne savaient pas comment se joindre les uns aux autres, comment travailler ensemble. Clara et moi ne voulons pas que d'autres familles traversent cela. Nous voulons aider à nous assurer que chaque enfant de Millbrook se sente vu et en sécurité. Les applaudissements furent assourdissants. Rosa Hernandez se leva. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ethan reprit le microphone. Nous commençons par admettre que nos systèmes ont fait défaut à Clara. Nous avons besoin de nouvelles façons pour les enseignants, les travailleurs de la santé, la police et les membres de la communauté de communiquer lorsqu'un enfant a besoin d'aide. Le docteur Harper ajouta, nous avons besoin de soins de santé communautaires, quelle que soit l'assurance ou les documents. Margaret leva la main. Et des réseaux de soutien pour les familles en difficulté, pas une aide caritative. À la fin de la soirée, ils avaient formé le cercle de Clara, un réseau communautaire garantissant qu'aucun enfant ne passerait plus jamais entre les mailles du filet. Le cas de Clara nous a appris quelque chose, a conclu Ethan. La souffrance d'un enfant a révélé des problèmes invisibles. Mais cela nous a montré que lorsqu'une communauté décide de vraiment se soucier, des choses incroyables se produisent. Les gens ont échangé leurs numéros, faisant des plans de suivi. Rachel a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, l'espoir. L'histoire de Clara avait commencé avec une enfant perdue. Elle devenait la décision d'une communauté de voir, de valoriser et de protéger chaque enfant. La réunion du conseil scolaire de janvier était bondée. Le surintendant, le docteur Coleman, annonça les conclusions de l'enquête sur le cas de Clara. Le directeur Hendricks a reçu 3 plaintes formelles concernant le bien-être de Clara et n'a pas respecté les protocoles de signalement obligatoires. Cela viole la loi de l'État et la politique du district. Le directeur Hendricks était assis tranquillement, résigné. Avec effet immédiat, il est mis en congé administratif. Madame Martinez assurera la fonction de directrice par intérim pendant notre recherche de remplacement. Des murmures de soulagement emplirent la pièce. Nous mettons en œuvre des changements immédiats. Une formation obligatoire du personnel sur la reconnaissance des enfants en détresse et une ligne de signalement direct aux services sociaux contournant l'administration locale. Le docteur Harper se leva. Aborderez-vous les barrières culturelles qui ont empêché la famille de Clara d'accéder à l'aide? Absolument. Nous nous associons au centre communautaire pour les services de traduction et un agent de liaison culturelle pour toutes les familles, quel que soit leur statut légal. De l'autre côté de la ville, la clinique de santé changeait aussi. Les enquêteurs de l'État ont constaté de graves lacunes dans la prise en charge des patients non assurés. L'administratrice Janet Miller a été remplacée par le docteur Maria Santos, une médecin bilingue. Notre travail est de soigner les gens, pas de les juger, a déclaré le docteur Santos à son personnel. Tout le monde mérite le respect et une attention médicale. Les nouvelles politiques comprenaient des services de traduction le jour même, des approbations immédiates de tarification dégressive et le programme, Clara Esquire, des soins médicaux gratuits pour tout enfant dont la famille pourrait retarder la recherche d'aide en raison de préoccupations financières ou légales. Le juge Morrison a établi de nouvelles procédures pour les tribunaux de la famille, exigeant l'enquête sur les barrières systémiques dans les cas de bien-être des enfants. La législature de l'État a introduit la loi de Clara, exigeant des écoles de signaler les préoccupations suspectes concernant le bien-être dans les 24 heures, avec des pénalités en cas de non-conformité. Le cercle de Clara avait réuni plus d'une centaine de bénévoles se rencontrant chaque semaine pour coordonner le soutien aux familles. Margaret Williams, la leader inattendue, a dit à Rachel, il ne s'agit pas d'immigration ou d'assurance. Il s'agit de nous considérer les uns les autres comme des êtres humains dignes de soins. L'officier Ethan a commencé à former des agents pour réagir aux crises familiales avec soutien plutôt qu'avec punition. Shadow est devenu un chien de thérapie officieux, visitant les écoles. L'hôpital a étendu les soins de bienfaisance et a embauché des travailleurs sociaux à temps plein. Le docteur Harper a été promu chef du service de pédiatrie avec pour mandat de s'assurer qu'aucun enfant ne soit refoulé. Le printemps arriva, la famille de Clara s'étant installée dans sa nouvelle normalité. Lucia a trouvé un emploi avec de meilleures heures dans une entreprise dont le propriétaire avait entendu son histoire lors de la réunion municipale. Clara s'épanouissait à l'école où Madame Peterson était devenue sa championne. Clara ne semble pas en colère à propos de ce qui s'est passé, a dit Madame Peterson à Rachel.
Elle semble juste reconnaissante. Elle nous enseigne la résilience et le pardon. En regardant Clara jouer joyeusement avec Margaret et Shadow, Rachel a réfléchi à la transformation depuis ce jour d'automne où une petite fille effrayée a été trouvée inconsciente. La lutte pour la justice n'avait pas été une question de punition. C'était une question de transformation. La communauté s'est regardée honnêtement, a admis ses échecs et s'est engagée à faire mieux. L'histoire de Clara devenait plus grande que Clara. C'est ainsi qu'une petite ville a appris à considérer tous les enfants comme précieux et dignes de protection. 6 mois après que Shadow a trouvé Clara dans la forêt, les mêmes bois semblaient complètement différents. Le printemps était arrivé à Millbrook, Ohio, et les arbres qui avaient autrefois caché une petite fille effrayée et malade étaient maintenant pleins de feuilles vert vif et d'oiseaux chanteurs. Clara se tenait au bord du sentier, tenant la main de sa mère d'un côté et celle de Rachel de l'autre. L'officier Ethan était là aussi, avec Shadow remuant joyeusement la queue, et le docteur Harper avait pris du temps libre à l'hôpital pour les rejoindre. Margaret Williams complétait leur cercle, portant un petit jeune plant de chêne en pot. « Es-tu prête, Clara » demanda Rachel doucement. Clara hocha la tête, son visage rayonnant de santé et de bonheur. La petite fille pâle et maigre qui avait été trouvée ici était maintenant une enfant vibrante de 7 ans aux yeux brillants et au sourire confiant. Ils marchèrent ensemble jusqu'à l'endroit où Shadow avait fait sa découverte, maintenant marqué d'un petit panneau en bois qui disait « En l'honneur de tous les enfants qui ont besoin d'être vus, l'endroit de Clara. » Aujourd'hui, nous plantons cet arbre, expliqua Margaret à Clara. Non seulement pour nous souvenir de l'endroit où tu as été trouvée, mais pour célébrer là où tu vas. Clara plaça soigneusement le petit chêne dans le trou qu'Ethan avait creusé, ses petites mains tapotant la terre autour de ses racines. Va-t-il grandir, fort et grand ? Demanda-t-elle. Tout comme toi, sourit le docteur Harper. Et tout comme notre communauté. Tandis qu'elles travaillaient ensemble à planter l'arbre, Clara bavardait joyeusement à propos de l'école, de ses amis et du projet artistique sur lequel elle travaillait pour la classe de Madame Peterson. Madame Peterson dit que mes dessins sont de plus en plus beaux, annonça Clara fièrement. Et devinez quoi ? Je l'aide à enseigner aux autres enfants à être gentils avec les nouveaux élèves qui pourraient être effrayés ou différents. Lucia regarda sa fille avec des larmes de joie dans les yeux. La femme effrayée et dépassée qui s'était sentie si seule dans un système s'était transformée en une avocate confiante pour d'autres familles confrontées à des défis similaires. Mia m'a appris qu'être courageux, ce n'est pas ne pas avoir peur, a dit Lucia, parlant un anglais qui s'était considérablement amélioré au cours des derniers mois. C'est demander de l'aide quand on en a besoin et aider les autres quand ils ont besoin de vous. Après avoir fini de planter l'arbre, ils se sont rendus au centre communautaire où une célébration spéciale avait lieu. La salle principale était décorée de bannières colorées et remplie de toutes les personnes qui étaient devenues une partie de la famille élargie de Clara. Madame Peterson était là avec plusieurs des camarades de classe de Clara. Miguel Torres, le concierge de l'école, a amené sa petite fille rencontrer Clara. Rosa Hernandez du centre communautaire avait organisé des activités pour tous les enfants présents. Au centre de tout cela se trouvait une grande fresque murale que Clara avait aidé à concevoir, montrant des enfants de toutes origines jouant ensemble sous un soleil éclatant avec un grand chien veillant sur eux de manière protectrice. « Mesdames et messieurs », annonça Rachel à la foule rassemblée. Il y a 6 mois, nous avons fondé le Cercle de Clara pour nous assurer qu'aucun enfant de notre communauté ne se sentirait plus jamais invisible. Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer que nous nous constituons officiellement en La Voix de Clara, une organisation à but non lucratif dédiée au soutien des enfants et des familles vulnérables. Les applaudissements furent assourdissants, mais Clara était plus intéressée par la surprise que le docteur Harper avait préparée. « Clara, tu te souviens m'avoir dit que tu voulais être médecin quand tu seras grande pour aider les enfants malades à se sentir mieux. » Clara hocha la tête avec enthousiasme. « Eh bien, l'hôpital a créé quelque chose de spécial juste pour toi. » Le docteur Harper conduisit Clara dans un coin de la pièce où une petite station de jeu médical avait été installée, complète avec un stéthoscope jouet, des bandages et un animal en peluche patient. « C'est le coin de guérison de Clara Jiménez, expliqua le docteur Harper. Il sera dans la section pédiatrique, afin que les enfants effrayés ou malades puissent jouer et se sentir mieux pendant leur traitement. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent d'émerveillement. « Vraiment ? Pour moi ? Pour toi ? Et pour tous les enfants qui viendront après toi. » Alors que la célébration se poursuivait, l'officier Ethan se retrouva debout avec Shadow, regardant Clara jouer au docteur avec certains des enfants plus jeunes. « Tu sais quoi, Shadow ?
dit-il, grattant derrière les oreilles de son partenaire. Je crois que nous avons fait plus que secourir une petite fille ce jour-là. Je crois que nous avons aidé à sauver le cœur de toute une communauté. Shadow remua la queue comme s'il comprenait parfaitement. Alors que la soirée touchait à sa fin, Clara présenta à Rachel un dessin spécial sur lequel elle avait travaillé pendant des semaines. Il représentait toutes les personnes importantes de sa vie debout ensemble en cercle, Clara au centre tenant les mains qui reliaient tout le monde. En bas, de son écriture soignée, elle avait écrit « Merci de m'avoir vu. Maintenant, j'aide aussi à voir les autres. » Rachel serra Clara dans ses bras, se souvenant de la petite fille effrayée et silencieuse qu'elle avait rencontrée pour la première fois à l'hôpital 6 mois plus tôt. « Clara, sais-tu à quel point je suis fier de toi? Parce que je suis devenue en bonne santé? Non, ma chérie. Parce que tu as transformé ta douleur en pouvoir pour aider d'autres personnes. C'est ce que font les héros. » Clara sourit et courut rejoindre ses amis, son rire résonnant dans le centre communautaire. Alors que les familles commençaient à partir ce soir-là, emportant ballons et restes de gâteaux, les adultes qui avaient tant travaillé pour sauver Clara se tinrent ensemble une dernière fois. « Alors, quelle est la prochaine étape? » demanda Margaret. « Ensuite, nous continuons de grandir, » répondit Rachel. La voix de Clara a déjà été contactée par 3 autres communautés qui veulent lancer des programmes similaires. L'histoire de Clara se répand. Le docteur Harper hocha la tête. Et le meilleur, c'est que Clara grandira en sachant que sa difficile expérience a contribué à améliorer la vie d'autres enfants. C'est une base plutôt solide pour une jeune vie. Ethan regarda par la fenêtre vers la forêt où tout avait commencé. Parfois, je pense à toutes les autres Clara qui attendent d'être trouvées, mais maintenant je sais que nous avons les outils et le cœur pour les trouver avant qu'elles ne se retrouvent perdues et seules. Alors que Clara et Lucia rentraient chez elles ce soir-là, traversant les rues familières de Millbrook qui leur semblaient désormais vraiment être leur foyer, Clara posa une question à sa mère. « Maman, es-tu contente que nous soyons venus ici? » Lucia sourit, pensant à tout ce qu'elles avaient enduré et surmonté ensemble. « Tu vois, Mia, nous sommes venus ici à la recherche d'opportunités, mais nous avons trouvé quelque chose d'encore mieux. » « Quoi donc? » ?»« Nous avons trouvé une famille, toute une famille communautaire qui veillera toujours sur nous et nous aimera. » Clara serra la main de sa mère et leva les yeux vers les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel clair du printemps. « J'aime notre famille, maman. Toute notre famille. » Et à ce moment-là, alors qu'elle marchait à travers cette communauté sûre et attentionnée qui avait appris à voir et à valoriser chacun de ses enfants, la transformation de Clara était complète. Elle n'était plus la fille invisible perdue dans les bois. Elle était Clara Jiménez, vue, aimée, et prête à aider les autres à retrouver leur chemin, eux aussi.